À 19 ans, je suis parti m'installer en Angleterre pour étudier la musique et la production musicale. Et c'est là que j'ai réellement commencé à découvrir et comprendre la créativité. Un jour, à l'université, le professeur nous a donné un exercice plutôt intéressant. Il nous a donné à tous un son très simple d'1 seconde. Je vous le fais écouter. Ensuite, il nous a demandé de réaliser une composition musicale entière, la plus riche et la plus intéressante possible, en utilisant uniquement ce son-là. Alors ma réaction à l'époque, ça a été de me dire c'est impossible. Comment est-ce que je vais bien pouvoir composer quelque chose de beau, de riche, d'intéressant avec seulement ce son-là? Et puis parce que j'étais bien obligé, je me suis mis à me poser des questions, à tester des choses, à sortir de ma zone de confort, et j'ai fini par réussir à réaliser cet exercice. Je vous montre quelques exemples concrets de ce que j'ai fait pour modifier le son. D'abord, je l'ai fait passer dans mon ampli de guitare avec de la distorsion pour donner des harmoniques. Je l'ai réenregistré avec un micro et puis je l'ai importé dans un programme qui me permet d'en jouer comme un piano. Bon, je vous passe les détails techniques, j'ai fait quelques modifications au son et je suis arrivé à ce résultat-ci. Ensuite, je suis reparti du même son, mais je l'ai fait passer dans une grande reverb. Ce que ça fait en fait, ça donne l'impression au son qu'il est entendu dans une immense cathédrale qui résonne très fort. Puis j'ai coupé juste la fin du son pour avoir la partie qui résonne, et j'en ai fait un instrument. Dernier exemple, je suis reparti du son de départ, mais je l'ai pitché plusieurs octaves plus bas pour avoir un son très grave, que j'ai après coupé très court pour qu'il soit percussif et qu'il ressemble un peu au son d'une grosse caisse de batterie. Vous avez compris le principe, j'ai continué comme ça pendant un moment, j'ai trouvé une multitude d'idées sonores différentes, et puis je les ai toutes rassemblées en une composition finale. Voilà. Je vous fais écouter un petit extrait du résultat. La créativité est souvent vue comme quelque chose d'un peu mystique, comme une sorte de don du ciel dont une petite minorité de personnes auraient été graciées et les autres pas. Qui ici dans la salle se considère comme quelqu'un de créatif? Et pourtant, cette capacité, nous la possédons absolument tous en nous. Et je vais essayer de vous en convaincre aujourd'hui. Il y a 3 étapes fondamentales au processus créatif. La première, c'est la connaissance. La connaissance, plus j'en ai, plus de possibilités s'offrent à moi dès le départ quand il s'agit de trouver des idées originales ou des solutions à un problème quelconque. Pour moi, qui compose, enregistre et produit de la musique, si je connais plus de software, si je sais utiliser plus d'instruments de musique, si ma connaissance de la théorie musicale est plus élargie, j'aurai plus de pistes de départ pour être créatif dans mon domaine. En d'autres termes, c'est un peu comme ma boîte à outils. Et chaque fois que j'apprends quelque chose de nouveau, c'est comme si je rajoutais un nouvel outil dans ma boîte. La deuxième étape, c'est la pensée divergente. La pensée divergente, elle peut se définir comme la capacité à trouver une multitude de solutions différentes pour un même problème, ou une multitude de réponses différentes pour une même question. Dans le cas de mon exercice, au départ, j'avais juste un son et de la connaissance. Et avec seulement ça, il fallait que je trouve un maximum d'idées différentes. La troisième étape, c'est la pensée convergente. Et la pensée convergente, elle peut se définir comme la capacité à synthétiser tous les éléments disponibles pour trouver la meilleure solution. C'était bien beau d'avoir trouvé 1000 idées sonores différentes, encore fallait-il que je sois capable de toutes les rassembler en une composition finale. Je récapitule vite. La connaissance met à ma disposition une série d'outils. La pensée divergente me permet de trouver une multitude d'usages différents pour ces outils. Et enfin, la pensée convergente me permet de rassembler le tout en quelque chose de cohérent ou d'utile.
Si j'ai pris l'exemple de la création musicale pour illustrer mon propos, c'est bien entendu parce que c'est mon domaine de prédilection. Mais je voudrais vraiment insister sur le fait que ce processus créatif s'applique à absolument tous les domaines, pas seulement les domaines artistiques, dans des proportions différentes, bien entendu, mais à tous les domaines quand même. Si je prends l'exemple d'un avocat, et donc un domaine qui n'est pas vu comme quelque chose de forcément créatif, au départ, l'avocat il a besoin d'énormément de connaissances. Il doit connaître par exemple les textes de loi, l'histoire, les précédents, il doit être capable d'utiliser une série d'outils technologiques, institutionnels, et ainsi de suite. Ensuite, il doit être capable d'approcher cette connaissance d'un maximum d'angles différents pour proposer une série de pistes, d'idées, de solutions. Et finalement, il doit pouvoir rassembler tout ça pour formuler une stratégie la plus cohérente, la plus efficace pour régler le problème de son client. On retrouve bien les 3 étapes. Alors pourquoi est-ce qu'autant d'entre nous ont du mal à être créatifs ? Eh bien, mon hypothèse, c'est que notre modèle de société repose très largement sur 2 des 3 étapes de la créativité, à savoir la connaissance et la pensée convergente. Si on regarde le système éducatif, la quasi-totalité de notre cursus consiste en 1. Apprendre un sujet, la connaissance, et 2. Prouver qu'on a bien appris ce sujet en répondant à une série de questions standardisées qui ne requièrent pas de créativité particulière, la pensée convergente. On nous demande 5 plus 5 égale combien ? Quelle est la capitale de tel pays ? Ou comment se décline tel verbe en latin ? Non seulement, à quasi aucun moment, la pensée divergente n'est vraiment valorisée ou stimulée, mais pire encore, si un élève décide de se montrer créatif et d'interpréter un énoncé à sa manière, ou de faire quoi que ce soit d'autre que de donner la réponse précise attendue par le professeur, il sera bien souvent sanctionné par des mauvais points, une réprimande, ou pire encore, par des critiques de la part d'autres camarades de classe. Du coup, cet élève créatif, après 2-3 fois, il va avoir compris la leçon, il va mettre sa créativité de côté, se ranger et faire comme tout le monde. Et cette hypothèse, elle est largement appuyée par une étude qui a été menée dans les années 80 par 2 chercheurs américains. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont tenté de mesurer la pensée divergente de 1600 enfants de 5 ans en leur faisant passer un test simple. Ils leur ont donné à tous un objet banal, comme par exemple un trombone, et ils leur ont demandé ensuite de trouver un maximum d'utilisation possible pour cet objet. En réalité, les possibilités sont infinies. Dans le cadre du trombone, par exemple, on pourrait, la réponse la plus évidente, ce serait de dire on peut attacher des feuilles de papier avec. Mais on pourrait aussi imaginer le déplier, aiguiser le bout et en faire une aiguille, ou un hameçon de pêche. Ou on pourrait en faire fondre, les verser dans un moule et en faire un autre objet. On pourrait même imaginer faire de la musique avec, mais entre nous, honnêtement, qui serait assez bête que pour passer son temps à faire de la musique avec un trombone ? Bon, j'étais un peu obligé de le faire, même si c'est pas très utile à la présentation. Merci. Et de cette étude, il en est ressorti quelque chose de vraiment surprenant. À l'âge de 5 ans, 98% des enfants atteignent le score maximum, ce qui veut dire qu'ils sont considérés comme des génies de la pensée divergente. Mais c'est pas tout. 5 ans plus tard, ils ont refait passer le même test aux mêmes enfants. Et ils ont trouvé cette fois que seulement 30% d'entre eux atteignaient encore ce score-là. 5 ans plus tard, 12%. Ce qui est important de noter ici, c'est surtout le fait que cette capacité à être créatif, nous la portons absolument tous en nous, puisque, rappelez-vous, à l'âge de 5 ans, 98% d'entre nous en sommes même des experts. Vous tous, présents ici dans la salle, ou vous qui regardez cette conférence sur Internet, possédez en vous cette capacité de naissance. Ça, c'est la bonne nouvelle. Seulement, bien souvent, cette créativité, elle a été bridée et mise de côté. Et c'est vraiment dommage, parce que ce que j'observe, c'est que nous vivons dans un monde de plus en plus complexe et instable, et qui change à une vitesse phénoménale. Des nouveaux métiers apparaissent tous les jours et requièrent des nouvelles compétences, qui changent elles-mêmes constamment. Des nouveaux problèmes de société se posent aussi tous les jours, en termes d'économie, de politique, d'écologie ou autre. Et c'est ma conviction profonde que nous devons absolument libérer cette créativité que nous portons tous en nous, si nous voulons être capables de trouver des solutions pour demain. Nous avons besoin de citoyens super entraînés à la pensée divergente, qui vont sans cesse remettre les choses en question, essayer des nouveaux systèmes,
Innover, créer, bousculer. Enfin, si je vous ai parlé du système éducatif tout à l'heure, ce n'est pas par hasard. Je pense vraiment qu'il faut tout faire pour éviter de brider cette créativité que les enfants portent en eux. Que vous soyez professeur, éducateur ou parent, essayez d'encourager les enfants à se montrer créatifs et à prendre confiance en leur créativité. Parce que, pour moi, s'il y a vraiment une compétence qui les aidera à s'en sortir dans la vie, à s'adapter aux situations changeantes de la vie, à s'épanouir et à être heureux, c'est celle-là. Merci.